C'est pas toujours facile de discuter affaires avec les Américains. En fait, de discuter affaires avec les politiciens américains. Et on l'a vu avec la renégociation de l'accord de libre-échange, ça n'a pas été facile. Au moins, on a à peu près réussi à sauver les meubles. En tout cas, c'est ce que va nous dire dans un instant Richard Ouellet. Il est professeur de droit à l'Université Laval. Il a été beaucoup question de libre-échange, pour ne pas dire plus, depuis quelque temps. Et pour en parler, nous recevons à l'instant Richard Ouellet, qui est avocat et professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes retrouvé souvent au cœur de cette mêlée. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi a-t-il fallu renégocier l'ALENA? Est-ce que c'était simplement du fait d'une obsession de Donald Trump? C'est beaucoup ça, parce qu'il faut savoir que le Canada et le Mexique étaient très contents du texte de l'ALENA original. Et jamais le Canada a voulu renégocier. Et c'est essentiellement à cause de la demande du président des États-Unis qu'on est revenu à la table de négociation. Parce que l'ALENA lui-même ne prévoit pas sa renégociation. C'est la volonté d'une des trois parties et la menace de Donald Trump de se retirer de l'ALENA qui a fait qu'on est allé à la table de négociation. Oui, parce qu'il est arrivé carrément en menaçant de déchirer l'accord. Oui, il avait dit dans des campagnes électorales, autant aux primaires qu'aux présidentielles, que c'était le pire accord de libre-échange jamais signé et qu'il fallait le revoir complètement. Donc, on s'est livré à ses desiderata. Bon, alors maintenant, on a un truc qui est pas mal plus difficile à prononcer que ALENA, qui est l'AEMC, l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Oui, l'AEUMC. Bon. Oui. Globalement, est-ce que c'est un bon accord pour les entreprises canadiennes? C'est un bon accord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas aussi bon que l'ALENA. L'ALENA, c'était l'accord vraiment désiré par le Canada. Ici, il a fallu faire des concessions. Et la renégociation ne nous amène pas beaucoup de plus. On a surtout conservé des acquis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en libre-échange avec les États-Unis, un immense marché juste au sud de chez nous. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises surtout. Mais dans ce que vous dites, c'est qu'on a minimisé les dommages. Exactement. On a minimisé les dommages parce que les États-Unis étaient en demande dans ces négociations-là. Ils voulaient plus de place pour les autos américaines, plus de place pour le lait américain, moins de place pour certains produits canadiens. On pense évidemment à l'acier et l'aluminium. Oui. Donc, il a fallu minimiser les dommages, puis les gains sont rares. Puis il y avait la question des contrats publics, qui a accès, qui n'a pas accès, est-ce qu'on peut soumissionner? C'était vraiment une offensive tous azimuts, à ce moment-là. Tous azimuts. On a affaire à une administration qui est convaincue que son économie est la plus forte du monde et que quiconque fait le commerce avec eux profite de leur économie. Oui. Alors, il y a sûrement... Malgré tout, on a parlé de minimiser les dommages. C'est parce qu'il y a des dommages. Quels sont les secteurs perdants dans ce nouvel accord? C'est sûr que le secteur de l'automobile, quand on pense essentiellement à l'Ontario et un peu au Québec avec les pièces automobiles, c'est un secteur pour qui le commerce avec les États-Unis va être un petit peu plus difficile. Évidemment, on peut penser à l'acier et l'aluminium, qui sont soumis à des droits punitifs, anti-dumping et compensateurs. Ce ne sera pas aussi facile de faire le commerce de la même façon avec les États-Unis dans ces secteurs-là. Puis on peut penser aussi, évidemment, aux secteurs agricoles où les Américains veulent se faire des places de marché chez nous. Oui, puis évidemment, avec une production d'importance, avec des économies d'échelle qui peuvent venir carrément déstabiliser par moments. Oui, rien que le Wisconsin, qui est un État qui est à la frontière du Canada et des États-Unis, a une capacité laitière énorme, capable de prendre d'immenses parts de marché sur notre territoire. OK. Alors, depuis, évidemment, que l'administration Trump est entrée au pouvoir, on a vu ces tensions apparaître. Ça continue. Le langage est souvent enflammé. Comment on pourrait faire pour se protéger de ce courant protectionniste qui a l'air d'être maintenant bien installé? Et puis encore, même les démocrates, par moments, en sont aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut, c'est tisser des liens avec les gens d'affaires aux États-Unis. Parce que ce qu'on constate, c'est que la communauté d'affaires demeure un allié puissant du Canada et du commerce avec le Canada. Donc, vous le dites bien, autant à Washington, du côté républicain que du côté démocrate, on n'est pas toujours friand de l'ouverture de la frontière, mais les gens d'affaires, eux, voient l'avantage de faire le commerce avec le Canada et eux demeurent de chauds partisans du libre-échange. Parce que c'est un marché intégré. Oui. Alors, à partir du moment où on enlève des pièces, là, ça peut s'écrouler. Ceci dit, les entreprises d'ici qui regardent le marché américain, qui est évidemment un marché intéressant, elles devraient continuer à le faire malgré là, ces écueils qui sont en train de surgir? Oui, parce que inévitablement, l'intégration du marché nord-américain va rester une importante source d'écoulement de nos produits.
ça demeure le grand marché avec lequel on a un accès par la voie terrestre. Ben oui. Ça, il n'y a pas de cachette là. Et la grosseur du marché fait que ça va toujours demeurer payant de faire affaire avec ces gens-là. Et là, on parlait des dommages qu'on essaie de minimiser. Est-ce qu'un jour, la tension va retomber? Est-ce qu'il pourrait y avoir des avantages maintenant? Au moins que ça puisse, qu'il y ait du potentiel quelque part. Oui, c'est sûr que les petites et moyennes entreprises, maintenant, avec la hausse de certains standards pour les travailleurs, pourront peut-être devenir un petit peu plus compétitifs dans certains secteurs d'activité. Mais c'est à étudier au mérite, ça. Oui. Il faut voir aussi toute la possibilité qu'on a, parce que comme le Canada a une économie extrêmement intégrée, hein, on est en libre-échange avec l'Europe, on est en libre-échange avec 11 pays d'Asie, on multiplie les accords de libre-échange, et ça inscrit le Canada dans des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, ça veut dire que vos fournisseurs vous coûtent moins cher, puis vous trouvez plus de clients au bout de la ligne. Donc, le Canada devient une belle plaque tournante pour le commerce international, et ça demeure un bon endroit pour produire et vendre. Et vous le dites, au niveau de la communauté d'affaires, au-delà de la politique, là, au jour le jour, la communauté d'affaires américaine, ils voient les avantages de garder des liens serrés et de continuer à faire ensemble. Parce que c'est curieux, c'est effectivement eux qu'on a entendu le plus plaider pour le maintien du libre-échange. Absolument. Alors, eux, ils voient que ça coûte moins cher d'importer du Canada parce que les ressources naturelles sont là, parce que les distances sont plus petites, parce qu'on a affaire à des gens qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de faire affaire. Des chaînes d'approvisionnement établies. Absolument, absolument. Donc, les fameuses chaînes de valeur, qui est un thème très à la mode, ça nous procure un avantage considérable avec les États-Unis. On a déjà établi tous ces contacts-là. Il ne faut pas les perdre du jour au lendemain. Et ça, les gens d'affaires sont très sensibles à ces enjeux-là. Alors, je vais vous demander un ultime jugement. Compte tenu de tout ce qui se passe et ce qu'on peut imaginer d'ici la prochaine grande élection, la présidentielle, on y va quand même du côté américain. On ne se calfeutre pas ici en disant ça ne sert plus à rien, là, restons dans nos terrains. On ne peut pas faire l'économie de ça. Toute notre histoire économique le montre. On ne peut pas fermer la frontière avec les États-Unis. C'est une frontière économique qui doit être ouverte et que tout le monde a avantage à ouvrir. Maintenant qu'il y a un accord de principe, là, on s'entend là-dessus, quelles seraient les prochaines étapes là, pour le mener à terme? Chacun des trois partenaires doit revenir devant son Parlement ou ses autorités constituées pour ratifier l'accord, donc officialiser le fait qu'on est engagé avec les deux autres. Alors, aux États-Unis, c'est le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat qui doivent voter. Au Canada, c'est la Chambre des communes, mais on peut imaginer que ça va aller très facilement parce qu'on a un gouvernement majoritaire pour encore une année. Et au Mexique, c'est le président, avec l'appui du Congrès, qui signe l'accord de libre-échange. Et à partir du 1er décembre, ce sera M. López Obrador au Mexique qui devra signer. Jusqu'au 1er décembre, c'est encore M. Peña Nieto. Alors, et dans les deux cas, il semble que le président soit bien disposé à signer l'accord. Donc, ça se présente bien à cet égard-là. Sauf aux États-Unis où c'est plus incertain. Avec les élections toutes récentes du mois de novembre, on ne sait pas, parce qu'il faut pratiquement compter un par un les représentants qui vont approuver l'accord de libre-échange. On ne sait pas si on a une majorité. Richard Ouellette, merci beaucoup pour ces explications. Ça m'a fait grand plaisir.